Bien, ben, très content de vous avoir revu la semaine dernière, hein, donc dans notre belle université qui malheureusement connaît quelques aléas avec la reprise en présentiel. Bon, j'ai vu qu'on était un peu en panne de Wi-Fi. Bon, pas grave, je me suis connecté sur mon téléphone portable. Hier, on était en panne de Moodle. Enfin bon, c'est un peu, il y a des côtés un peu pénibles évidemment, mais bon, c'est pas le plus important. On va s'en sortir très très bien dans toute cette année. Donc je voulais vous parler cette semaine en fait de deux choses principales ou de trois choses en fait. Donc on va continuer en fait à explorer notre français sur objectifs spécifiques et voir un peu l'histoire ou même peut-être pour vous la préhistoire puisqu'on va relire l'article de Porcher en fait Monsieur Thibault Elbek-Bunzen qui date de 1976. Donc pour vous c'est de la préhistoire. Pour moi, c'est à peu près le moment où j'ai passé le baccalauréat, donc ça paraît pas si loin que ça. Voilà. Et on va regarder aussi l'article de Richer, en fait, notre collègue de Bourgogne, de l'université de Bourgogne, sur le fait qu'il n'y ait plus que du français sur objectifs spécifiques. Et en fait, on va se poser un certain nombre de questions à partir de ces deux articles sur la construction du domaine et sur la construction un peu générale, d'ailleurs, du domaine du français langue étrangère, avec ce discours sur la ou les langues professionnelles qui n'a pas cessé en fait de s'amplifier d'une certaine façon et qui repose, on le verra en fait, sur des conceptions un peu naïves de ce que c'est que la communication, sur l'oubli d'une partie des fonctions du langage, que ce soit l'esthétique, que ce soit la construction du sens, etc. Et qui repose en fait sur des modèles de la communication, bon là on pourrait les revoir un petit peu en détail, qui sont un peu naïfs, qui se ressemblent un peu beaucoup au modèle de Shannon et Weaver. Donc si vous avez suivi mes cours de linguistique il y a un peu longtemps, vous avez quelques idées sur d'autres modèles de la communication, entre autres évidemment ceux qui datent de la période énonciativiste, donc le modèle de Grise par exemple, très imprégné de Culioli en fait, et où donc on va voir qu'en fait on co-construit des discours et donc il ne s'agit pas évidemment de simplement véhiculer un discours type, mais bien de décortiquer en fait comment se fait la co-construction du sens et comment on arrive plus ou moins à de la compréhension commune. C'est peut-être d'autant plus important en fait dans le domaine des discours de spécialité, ou par exemple du discours scientifique, dans la mesure où là on va avoir affaire à des concepts en fait assez largement solidifiés. Donc évidemment ces concepts-là sont le résultat d'une élaboration progressive des discours. Je ne dis pas qu'il n'en soit pas de même dans d'autres sciences plus molles, entre guillemets, ou dans d'autres activités discursives où on manipule plus des notions que des concepts, mais quand même, il y a une différence. Je veux dire, on voit bien aussi, en fait, quand on regarde, en fait, maintenant, ce qui se passe du point de vue de la traduction ou du point de vue de l'apprentissage des langues de spécialité. Bon, par exemple, si vous faites du français de l'informatique, vous allez avoir des milliers de concepts qui viennent directement du monde anglo-saxon, enfin de la Silicon Valley pour ne pas la nommer. Donc ces concepts-là, en fait, la traduction, quand il y en a, donnera un équivalent exact en fait du point de vue du recouvrement sémantique. C'est-à-dire que par exemple si vous dites télécharger ou download, on parle exactement de la même chose, ça a exactement la même extension sémantique. C'est pas comme les couleurs par exemple entre le breton et le français. Donc on voit qu'il y a des différences évidemment sur le plan conceptuel et c'est intéressant probablement d'en prendre conscience. Donc on va regarder ces deux articles. Et puis ensuite, on regardera en fait quelques propositions d'activités autour du français langue étrangère qui sont proposées par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Voilà, donc on commence par l'article de Jean-Jacques Richer, qui date de 2008, c'est pas très très ancien, donc qui s'intitule Le français sur objectifs spécifiques, une didactique spécialisée. Donc en fait on va voir en fait que dans cet article en fait Richer donc se pose la question en fait des frontières entre FLE et français sur objectifs spécifiques
et de la nécessaire diversification en fait des types de français. Donc on va lire en détail. Je suis toujours un peu inquiet quand je me lance dans une lecture à l'écran parce que évidemment la lecture et la parole, c'est deux choses quand même assez clairement différentes. Et donc, bon, je vous conseille évidemment de lire le texte, éventuellement de l'imprimer d'ailleurs, comme ça vous le lirez sur du papier, et de le lire in extenso, sans s'en tenir évidemment à ce que je vais vous dire ici. Donc une tendance se dessine à vouloir dissoudre le FOSS dans le FLE au nom d'une commune préoccupation pour les objectifs d'enseignement-apprentissage. Donc là, évidemment, vous voyez un peu une des problématiques, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à travailler par objectif, hein, donc je veux dire que ce soit des objectifs communicatifs, des objectifs grammaticaux, etc., en fait, on a changé un petit peu la donne par rapport à un enseignement traditionnel où on avait des visées beaucoup plus floues. Je veux dire, ça va certainement tout ça avec une transformation de la société, en fait, qui va vers une espèce de forme de professionnalisation avec un découpage des tâches, une espèce de taylorisation un peu. Donc la taylorisation, je vous rappelle ce que c'est. En fait, c'est par exemple dans le travail à la chaîne, en fait, chaque ouvrier va faire une toute petite tâche pour arriver à construire une voiture finalement, et c'est plus du tout la même maîtrise qu'avant. Donc on a appliqué peut-être ces principes-là, qui ne sont pas les meilleurs des principes en fait du point de vue du sens, à une pédagogie par objectif. Donc on ne perd pas de vue évidemment l'objectif d'un apprentissage relativement complet de la langue, mais on va le découper en une série d'objectifs spécifiques et entre autres justement les objectifs du français sur objectifs spécifiques, que ce soit le français du tourisme, le français de la médecine, etc. Donc différents types de français. Cette tendance, donc la tendance à dissoudre le FOSS dans le FLE, est dommageable, bien évidemment, pour le français sur objectif spécifique, mais aussi pour le français langue étrangère, qui n'a rien à gagner à une approche indifférenciée des contextes d'enseignement-apprentissage des langues. Donc évidemment, là, dans le domaine du français langue étrangère, on voit bien qu'on n'a pas à gagner, en fait, on n'y gagne pas, en fait, à ne pas différencier les contextes d'enseignement-apprentissage des langues. Et donc, depuis qu'on se pose la question, en fait, on se pose la question des objectifs depuis assez longtemps, et aussi des besoins du public. Donc, évidemment, on va essayer de répondre principalement aux besoins du public, et donc de lui enseigner des choses qui seront utiles pour lui. Alors voilà, vous voyez que cette notion d'utilité, ces notions de professionnalisation et ces notions d'objectif, finalement, elles convergent toutes dans le même sens. Cet article se donne pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques langagières, méthodologiques du français sur objectif spécifique, ainsi que les particularités des acteurs du français sur objectif spécifique, enseignants et apprenants. Donc vous verrez, en fait, quand on regardera les travaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en fait, qui travaille évidemment beaucoup sur le français des affaires, etc., sur des types de français, en fait, qui relèvent du français sur objectif spécifique. Vous verrez que tant les enseignants que les apprenants ont des besoins particuliers et ont une manière de concevoir d'ailleurs les discours ou de les enseigner ou de les apprendre d'ailleurs assez aussi particulière. Enfin, chacun a sa façon d'apprendre et à être intéressé par un certain type de discours qui va occulter éventuellement d'ailleurs d'autres dimensions, peut-être d'autres dimensions. Je pense aux dimensions culturelles. Donc évidemment, là, on a aux dimensions culturelles, aux dimensions littéraires, aux dimensions esthétiques. Donc là, on verra en fait que la bascule se fait dans les années 70, 75, 76. C'est une date vraiment clé à mon avis. 76, c'est une date vraiment clé parce que c'est l'apparition du niveau seuil et l'apparition aussi du fameux article de Porcher qu'on va lire tout à l'heure. Donc c'est une date vraiment assez charnière en fait, où la conception de ce que c'est que la langue, et de ce qu'on apprend, et de ce que c'est que la culture, de ce que c'est que le professionnalisme, en fait, un professionnalisme séparé un petit peu d'une culture livresque et d'une culture cultivée, entre guillemets, comme dirait Pierre Bourdieu, on va voir qu'il y a des différences, en fait, et un moment de bascule, en fait,
qu'on peut situer, à mon avis, dans ces années 70-80. Voilà, donc justifie de considérer le FOSS comme une didactique spécifique ayant pour enjeu de faciliter le processus d'enseignement-appropriation d'un agir communicationnel et professionnel. Beaucoup de termes là-dedans, hein. Vous voyez qu'en fait, on est dans cette idée d'action. Je veux dire, les paroles c'est bien, mais l'action c'est mieux. En gros, c'est un peu ça la philosophie. Je veux dire, on a un peu cette idée qu'on va transformer, enfin qu'on va être dans l'action, et c'est une des années où on va mettre beaucoup l'accent sur l'agir et l'action. Vous allez avoir plein de choses qui vont sortir sur l'action du professeur, les actes de parole, quand dire c'est faire, etc. Et toute cette multiplication, en fait, cette prolifération d'actes et d'agir masque probablement pas mal d'autres choses. Communicationnel, donc là aussi on va revoir un petit peu ces questions de communication en fait, et cette idée qu'en fait la communication elle va fonctionner évidemment à travers l'enseignement de connaissances, de prérequis, de préconstruits culturels, etc., qu'on va essayer de mettre au même niveau chez le locuteur A et l'interlocuteur B, hein, pour se donner quelques chances d'avoir de la communication. Et professionnel, en fait aussi, il va y avoir une espèce de sanctification, on a une espèce de sanctification de l'univers professionnel qui m'interroge personnellement beaucoup. Voilà, donc on va passer à l'introduction, hein, donc à la réflexion, la suite de la réflexion de Porcher. Et donc là, dans cette introduction, donc Porcher fait référence à deux rencontres de l'ASDIF en mars et en octobre 2002, qui avait pour intitulé « Y a-t-il un Français sans objectif spécifique ?» Donc une question quasiment rhétorique, hein, par sa formulation. Une telle question appelait quasiment une réponse négative. Elle revenait donc à dire, à partir d'une conception très large de la fonctionnalité des apprentissages, on n'apprend plus une langue pour développer un savoir sur la langue, mais pour agir avec cette langue, que tout enseignement apprentissage du français était avec objectif, conception que l'on retrouve d'ailleurs énoncée explicitement par M. Drouher et Louis Porcher en introduction des actes de ces rencontres. D'une manière générale, il n'y a plus d'autres enseignements de français langue étrangère que des enseignements à objectif spécifique. On n'oserait pas dire maintenant qu'on enseigne sans objectif. C'est peut-être bien dommage pour le côté aléatoire des parcours et un certain nombre d'aspects plus poétiques de la langue ou plus esthétiques de la langue. Et d'ailleurs, que signifierait aujourd'hui un enseignement sans objectif spécifique? Il n'y a plus de place pour la gratuité de l'apprentissage et sa non-utilisation dans la vie concrète. C'est assez drôle de voir comment ce domaine de la valorisation, en fait, a déteint sur absolument tout, en fait. Vous voyez qu'évidemment, la marchandisation du monde est en marche jusque dans le français langue étrangère, et qu'il n'y a plus rien de gratuit, ni dans les apprentissages, ni ailleurs. Et d'ailleurs, les formations en français sur objectifs spécifiques vont très probablement acquérir une valeur, comme on le verra à travers l'article de Porcher, dès 1976, en fait, une valeur, et qui sera aussi une valeur sur la possibilité, en fait, de commercialiser des cours de français, et entre autres des cours de français sur objectifs spécifiques. Ça va peut-être un peu trop loin, moi je vais peut-être aussi un peu vite en besogne, je veux dire, parce que bien évidemment tout ça n'est pas si simple, mais l'an dernier, un de mes étudiants ici même me disait, mais en Algérie on n'appelle plus le centre culturel français, on l'appelle maintenant centre commercial français. Donc je veux dire, vous voyez que ça pose quand même des problèmes sur la représentation qu'on peut avoir de la langue, l'aspect plus ou moins gratuit de telle ou telle chose et le plaisir qu'on peut avoir à parler la langue en dehors d'objectifs purement fonctionnels. Je veux dire que je me suis beaucoup discuté, ça allait un peu au-delà de la discussion, avec un certain nombre de personnes dans des ambassades ou ailleurs,
qui avait une vision complètement fonctionnelle de la langue et uniquement orientée sur l'aspect communicatif, donc avec une compréhension un peu naïve, comme je le disais tout à l'heure, de la communication. Donc pour prendre pour point de départ dans une réflexion sur le français langue étrangère et le français sur objectif spécifique, la présence d'une commune préoccupation entre les besoins objectifs pour ensuite en dériver à la conclusion que le FAUSS est dénué de toute particularité, constitue un raisonnement plus que hâtif, desservant une didactique des langues qui s'attache de plus en plus à la spécificité des contextes d'enseignement, apprentissage des langues. Et le français sur objectif spécifique est d'une façon exemplaire une question de contexte. D'autre part, une telle conclusion va notamment, par exemple, à l'encontre de toute expérience d'enseignant. Enseigner à des publics spécifiques, tourisme, affaires, médecine, français maritime, configure une problématique d'enseignement-apprentissage en termes de formation des enseignants, d'élaboration et de programmation de contenu de formation, de prise en compte des particularités des publics, de gestion du temps, d'évaluation, autrement différentes que celles que posent des publics généralistes. Donc, bien évidemment, enseigner à des publics spécifiques pose d'autres problèmes. Je veux dire, vous voyez bien qu'on peut, pour enseigner à des publics spécifiques, donc que ce soit en tourisme, en affaires, en médecine ou même en français sur objectif universitaire, il va falloir en grande partie maîtriser non seulement la langue, mais très probablement aussi tous les concepts qui vont avec ces différentes disciplines, ou au moins une partie suffisante des concepts pour pouvoir établir les correspondances avec les langues maternelles des apprenants. Voilà, donc c'est pas, évidemment, il y a un changement. Dans cet article, je vais tenter de lever l'incertitude qui pèse sur l'existence d'une didactique spécifique au français sur objectif spécifique, par exemple Jean-Pierre Cuc et Isabelle Gruca dans leur ouvrage « Raval, le FAUSS rend de simples méthodologies particulières » 2002-10, et essayer de déterminer les caractéristiques qui justifient de considérer le FAUSS comme une didactique spécifique à part entière. Pour ce faire, je vais prendre appui sur les paramètres essentiels de toute situation d'enseignement-apprentissage qui énumère le genre dans son dictionnaire actuel de l'éducation, c'est-à-dire les trois pôles constitutifs de toute situation d'enseignement-apprentissage, l'enseignant, agent, l'apprenant, sujet, et le savoir-objet, auquel le genre ajoute le milieu, institution, société, paramètres que je complète par ces deux autres. La méthodologie, qui théorise les relations entre les pôles savoir, sujet, agent. Vous voyez qu'on retrouve le triangle un peu de Houssaye entre savoir, enseignant, apprenant. Et la société au sens large, distinguée du milieu restreint, du milieu éducatif, ce qui donne le schéma ci-dessous, et voir si ces paramètres représentent, dans le cadre des langues de spécialité, des traits qui justifient d'ériger le FAUSS en didactique distincte de celle du FLE. Donc vous voyez, donc là on a ce schéma habituel, le sujet apprenant, les agents qui enseignent, et l'objet, la langue et la culture, donc une relation d'apprentissage entre le sujet apprenant et l'objet, langue et culture. La méthodologie donc, qui est mise en œuvre par les agents, mais qui remonte un peu au-delà évidemment des agents en eux-mêmes, c'est-à-dire que la méthodologie du français langue étrangère, elle n'est pas le fait d'une seule personne dans sa classe, mais elle est une imprégnation de discours méthodologiques auprès des enseignants. Et donc des relations pédagogiques avec les apprenants, des relations d'enseignement, le milieu, etc. Donc vous voyez que tout ça, en fait, est évidemment intrinsèquement lié, comme dans le triangle pédagogique de Houssaye. Objet, savoir, langue et culture en français sur objectif spécifique. La problématique des langues de spécialité. On a longtemps cru pouvoir localiser la spécificité des enseignements de spécialité dans une langue de spécialité qui se différencierait de la langue générale, soit comme une sous-langue ou un sous-système linguistique. Franzen, 98. Donc, c'est-à-dire un technolecte, donc on a vu ce terme-là aussi, le terme de technolecte ou de langue de spécialité. Donc technolecte, vous voyez bien comment c'est formé, techno, une technique, la techné, et lecte, le langage, donc un langage qui reflète une technique, donc un savoir-faire technique avec un certain nombre de concepts et de qualifications.
caractérisée par une sélection et un certain usage de moyens linguistiques, soit comme une variante de la langue générale se distinguant de cette dernière par une fréquence de certains termes et de certaines structures. Donc clairement, en fait, on voit que le français sur objectif spécifique va au-delà, en fait, de la variante de la langue générale. Quand vous regardez de près des discours scientifiques, bon, comme je vous disais, je l'ai fait sur le discours de la génétique, pour en tirer un certain nombre de conclusions sur le discours des sciences et sur la façon dont ils s'inscrivent dans des discours argumentatifs ou démonstratifs, et aussi sur la façon dont ils servent à construire des concepts qui vont après être réemployés, en fait, éventuellement pour fabriquer d'autres hypothèses scientifiques. Enfin, je parle par exemple du concept de génome sur lequel j'ai pas mal travaillé. En fait, on voit bien là que le français, langue de spécialité, sert aussi à solidifier des notions, donc à construire des notions qui vont permettre après un raisonnement scientifique. Avec tout ce que ça implique. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on est dans une construction linguistique. La langue sert à construire du savoir sur le monde et d'une certaine manière, après, opérer sur la langue, c'est opérer sur le monde. Je veux dire, tout ça dit avec évidemment énormément de guillemets, mais en fait, bon, je veux dire, quand je vous parle je vous reparlerai de ça si vous voulez un peu en détail, ça va assez loin évidemment dans la construction du discours sur la génétique, et on en voit des conséquences en fait sur les dernières représentations de ce que c'est que l'ARN messager par exemple, ou ce que c'est que le découpage séquentiel du génome. Bon, je veux dire, c'est clairement en fait on est dans de la langue qui qui sert à construire de la conceptualisation. Et ces concepts, après, on les manipule et ils servent à formuler des hypothèses qui vont ensuite se transférer, qu'on va ensuite pouvoir tester dans le réel. Alors, le lexique des langues de spécialité. La problématique des langues de spécialité qui peut se traduire par la question suivante. Qu'est-ce qu'une langue de spécialité? En quoi diffère-t-elle d'une langue générale? Oubliant que dans langue, il y a certes lexique, mais aussi morphosyntaxe, texte. Donc ça s'est focalisé massivement sur le lexique. Évidemment, une entrée par le lexique dans le domaine du français de spécialité, elle est intéressante parce que c'est le premier fait observable, en fait, d'avoir des entrées lexicales qui vont correspondre aussi à des concepts ou à des notions. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. En fait, je veux dire, probablement... bon, vous savez que le lexique, dans une langue, c'est quelque chose d'infini. Il n'y a pas de finitude du lexique, en fait. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas dire dans une langue, il y a 10 000 mots, ou il y a 100 000 mots, ou il y a 300 000 mots. Je veux dire, ce serait complètement absurde, puisque la langue évolue sans cesse. Chaque année, on rentre dans le dictionnaire des nouveaux mots, et dès qu'on a un besoin d'expression, en fait, on va pouvoir emprunter à une autre langue, ou créer un nouveau mot, comme par exemple, vous voyez ce mot de technolecte, hein, qui n'est pas si ancien que ça. Je veux dire, idiolecte, technolecte, donc on crée sur des modèles, en fait, de composition, de dérivation, etc. On va créer des nouveaux mots, ou alors il y a des nouveaux mots qui vont rentrer parce que tout d'un coup, ils correspondent à une nécessité. Je vais analyser par exemple le terme de parachute doré ou un certain nombre de termes comme ça, en fait, qui rentrent tout d'un coup, qui sont fréquents, enfin qui sont d'une époque, hein, décoloniale par exemple. Je veux dire, vous avez toute une série de mots en fait qui vont rentrer, qui vont refléter en fait la manière de penser d'une époque. Donc le lexique est infini et c'est évidemment le premier sujet d'observation, le premier objet, plutôt devrais-je dire, d'observation
qu'on va avoir sur les langues de spécialité, pour une raison simple, c'est qu'évidemment le lexique va se transformer beaucoup plus vite que la morphosyntaxe, les textes, etc. Ceci dit, il va y avoir des pratiques sur les textes, hein, évidemment, il va y avoir des transformations sur les textes qui vont s'opérer en fait au fur et à mesure de la constitution des disciplines. Par exemple, bon, vous allez avoir des discours, on l'a vu un petit peu avec les exemples précédents dans l'article qu'on a lu de Jean-Marc Mangiante, sur par exemple le discours de l'archéologie, le discours du tourisme, on va avoir des modifications en fait du point de vue de l'organisation des textes, du point de vue de la prise en charge des textes aussi, donc on va avoir des différenciations. Certes, la fonction référentielle propre à chaque langue se retrouve amplifiée dans les langues spécialisées, où la désignation, la caractérisation du réel joue un rôle important. Mais si l'expérience désignatrice que comportent les langues de spécialité imprime souvent à leur lexique un caractère univoque et monoréférentiel qui se reconnaît au fait qu'il est impossible de substituer un terme à un autre, cette monosémie n'est pas systématique et n'exclut pas la polysémie et la métaphore. Ainsi, les langues de spécialité ne sont-elles pas des langues purement référentielles, purement instrumentales et univoques? Donc, j'irai plus loin hein, que notre collègue Richer là-dessus, évidemment, puisque vous voyez qu'il y a des questions, évidemment, dans la construction du sens et dans le monde, c'est la possibilité de désigner et la possibilité qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en fait, dans la désignation. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de téléchargement ou de download, en fait. Donc là, c'est un caractère univoque et monoréférentiel, comme ROM ou RAM, qu'on a emprunté directement Read-Only Memory et Random Access Memory. Je veux dire, là, évidemment, on est face à des concepts, en fait, qui sont totalement univoques et monoréférentiels. Par contre, la monosémie n'est pas systématique et n'exclut pas la polysémie et la métaphore. Donc, je vous expliquais, en fait, que dans la construction, en fait, par exemple, des notions, la construction des concepts, du concept d'ADN. Par contre, on va beaucoup utiliser la métaphore au départ pour consolider cette notion, pour construire ce concept, construire ce concept à partir d'une notion un peu floue. On va utiliser aussi les structures d'un autre terme pour arriver à fabriquer le concept et à le rendre en partie monosémique, mais fondée sur de la métaphore. Aussi, les langues de spécialité ne sont-elles pas des langues purement référentielles, purement instrumentales et univoques? Bien sûr, la langue, et c'est ce qui fait sa supériorité, enfin, à la fois sa supériorité et sa complexité par rapport au langage informatique, bien entendu, la langue reste toujours quelque chose de pluriréférentiel et d'ambigu. Je veux dire, quand on efface complètement l'ambiguïté d'une langue, on en arrive au langage informatique et on voit quelles sont ses limites, aussi bien dans le domaine de la conceptualisation que dans le domaine de la communication. Donc on a commencé à attaquer la question du lexique, et on va voir évidemment qu'après il y a toutes les questions de morphosyntaxe, de syntaxe, de genre discursif, en fait, et que c'est parfois évidemment bien difficile de distinguer une langue de spécialité à travers des critères objectifs sur ces différents points par rapport aux autres langues. En fait, ça relève plus finalement de la représentation de la langue que des faits linguistiques eux-mêmes. Donc si on continue, en fait, donc les langues de spécialité ne sont pas des langues purement référentielles, purement instrumentales et univoques, et donc on continue, leurs termes ont une histoire, ainsi par exemple de microbes, ces êtres organisés microscopiques, ces organismes microscopiques, expression utilisée par Pasteur pour raconter sa découverte sur leur action destructrice des matières organiques, connurent de nombreux noms, des microzoaires, des microphytes, des animalcules, des spores de l'aquarium, avant d'être appelés microbes. Donc vous voyez que la réalité, enfin les faits ou les réalités scientifiques, tout ça avec des guillemets évidemment, vont changer de dénomination et que les concepts vont se construire progressivement.
Je veux dire, donc vous avez vu probablement, en fait, vous avez observé un peu ce qui s'est passé au moment enfin, au moment de la vaccination et de l'élaboration des nouveaux vaccins à ARN messager, comment l'ARN messager, finalement, la plupart des gens n'en avaient pas une représentation très claire et le confondaient largement avec l'ADN, voire avaient peur que l'ARN messager entraîne chez eux des modifications génétiques. Enfin, donc, on était très très loin en fait du discours scientifique et de la conceptualisation de ces termes-là. Donc choix proposé par CEDIO à l'Académie des sciences parce que le terme avait l'avantage d'être plus court et d'une signification plus générale. Choix approuvé par Littré, utilisé par Pasteur lui-même quelques mois plus tard, mais désapprouvé par certains linguistes. Donc vous voyez que évidemment ce travail d'élaboration linguistique, il se fait à travers différentes instances en fait, qui vont être d'ailleurs différentes selon les civilisations et selon les cultures. Hein, donc dans le monde occidental, c'est évidemment la recherche scientifique, puis la validation par l'Académie des sciences et les différentes académies ensuite de terminologie, enfin les différentes instances qui s'occupent de terminologie, que ce soit l'Académie française ou les différentes personnes ou comités qui élaborent des dictionnaires. Donc c'est intéressant de voir comment un concept va avoir plus ou moins de succès, va plus ou moins se solidifier et solidifier autour d'un terme, comme par exemple ici microbe, hein, évidemment. Voilà, car en effet, le microbe de micro et de bio, dans la vie courte, n'a pas la vie courte, ce sera un concept étranger à la conception pastorielle, mais il est infiniment petit. Et le terme, même s'il ne répond pas aux critères classiques de formation, continue d'avoir la vie longue. Leurs termes migrent d'un domaine, alors les termes migrent d'un domaine disciplinaire à un autre. Et ça, c'est un peu ce que Isabelle Stengers nommerait les concepts vagabonds, c'est-à-dire que quand on crée un nouveau concept, on va le voir migrer en fait d'une science à une autre. Par exemple, le concept de relativité, hein, qui vient clairement de chez Einstein, hein, donc de la thermodynamique et de la physique, qui va migrer en fait dans bien d'autres disciplines en fait, et qui va faire prendre conscience de l'importance de l'observateur dans le récit d'une expérience, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit tout simplement humaine. Donc les termes migrent d'un domaine disciplinaire à un autre. Ainsi, des termes économiques puisés dans la physique comme force, masse, vitesse et accélérateur. Alors là aussi, vous voyez que c'est intéressant de voir de quelle discipline viennent les termes au départ. C'est-à-dire que là, si c'est puisé dans la physique, c'est parce que c'est une discipline qui va connaître une grande appréciation dans les années contemporaines, hein, dans le début du siècle, début du XXe siècle, hein, je parle, pas le début du XXIe siècle. Je veux dire, donc au début du XXe siècle, la physique est un peu le modèle de la science exacte et en même temps appliquée. Je veux dire, la linguistique va nous fournir aussi pendant un temps un certain nombre de concepts qui vont structurer en fait d'autres disciplines. Je veux dire, tout est langage à un moment, comme l'inconscient est un langage, etc. Donc on va avoir des concepts qui viennent de la linguistique, qui vont passer dans la psychologie, la psychanalyse, etc. Là, dans l'économie, en fait, on va avoir des termes qui viennent de la physique, et donc qui ont pris de nouvelles dimensions en économie, tout en conservant le goût de la science dont ils dérivent. Exemple, le cas de la biosphère, qui est dans la biologie, passe à la biogéographie et arrive à l'écologie en apportant naturellement des variations sémantiques. Hein, évidemment, donc vous avez un concept par exemple aussi de développement durable, de durabilité, qui va évoluer en fait, par exemple, très fortement entre l'écologie, la politique et les différents discours. Leurs termes effectuent des allers-retours entre la langue courante et la langue spécialisée, ainsi de croissance qui en économie devient par analogie au développement d'un organisme, accroissement à moyen et long terme de la production nationale. Vous avez les points de croissance, la croissance qu'on peut supposer, par exemple, que la croissance de la France, même pendant l'année du Covid, sera de 6%. Donc vous voyez que le concept de croissance, il est passé en fait de la biologie ici à l'économie. Petit Robert, donc,
mais qui reste aussi en conformité avec avec son sens général, augmentation, comme dans croissance du chômage, de l'emploi, de la productivité, etc. Donc vous voyez que ces concepts, en fait, et cette terminologie, elle évolue elle passe d'une science à l'autre avec des variations qui peuvent aller dans le sens en fait, d'une réduction, d'une réduction sémantique, d'une monosémie, comme dans le sens d'une plus grande polysémie. De plus, il faut souligner que dans les langues de spécialité, le lexique est soumis à la variation due au contexte sociolinguistique, ainsi que le rappelle Boutet. L'intense création verbale au travail aboutit à ce que s'y confrontent au moins 3 ensembles lexicaux. Le lexique commun, conventionnel, celui de l'ensemble des personnes qui parlent le français. Le lexique technique ou spécialisé, c'est-à-dire le lexique qui est prescrit par les offices de terminologie ou les directions d'entreprise ou les organismes de formation. Vous voyez d'ailleurs là qu'on rejoint l'idée de culture d'entreprise ou de culture peut-être de discipline, on pourrait dire. On va avoir des changements en fait dans la manière d'accepter certains termes qui vont avoir plus ou moins de succès ou d'employer certains termes. Et ça va devenir éventuellement des micro-sociolectes ou des idiolectes. Lexique technique spécialisé, c'est-à-dire le lexique qui est prescrit par les offices de terminologie ou direction d'entreprise ou organismes de formation. Le lexique des salariés eux-mêmes, celui qu'ils ont créé, soit pour remplacer les dénominations communes, soit pour remplacer les mots techniques. En fait aussi, il va y avoir une co-construction en fait, du lexique. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord par convention en fait, sur les termes qu'on emploie pour communiquer plus vite et qui ne seront pas forcément compris à l'extérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de certaines situations de communication. D'où, par exemple, dans le monde de l'imprimerie, 3 termes pour désigner le directeur d'une imprimerie, le patron, terme commun, le directeur, terme officiel, le singe, argot des salariés. Donc vous voyez qu'il y a 3 termes, en fait, pour désigner la même personne selon qui l'emploie. Je dirais selon le contexte dans lequel on l'emploie, comme on pourrait dire... le père, le paternel, le daron, vous allez avoir différentes manières de désigner la même personne dans les relations familiales, selon qu'on l'emploie avec des gens qui sont extérieurs, avec le père lui-même, ou entre adolescents, par exemple, pour désigner le père de l'un ou de l'autre. Aussi, la spécification des langues de spécialité ne réside-t-elle pas dans le lexique qui s'y trouve soumis aux mêmes variations sémantiques et sociales que dans les langues ordinaires. Donc, spécificité des langues de spécialité donc, qui n'est pas vraiment dans le lexique, qui peut varier énormément à l'intérieur d'une langue de spécialité, mais probablement qui change dans le processus de conceptualisation. Et ce processus de conceptualisation, comme on vient de le voir, en fait, va pouvoir passer d'une langue de spécialité à une autre. On l'a vu, on voit l'exemple avec croissance, on verrait facilement l'exemple avec aussi, peut-être ADN, l'ADN va passer d'un endroit à un autre. On a vu l'exemple dans les termes de masse, dans tous les termes qui viennent de la thermodynamique. Voilà, donc on voit qu'en fait, le lexique se conceptualise éventuellement à l'intérieur d'une discipline, puis les concepts en fait vont migrer d'une discipline à une autre. Tout est possible en fait, on est dans une logique d'ensemble flou, d'intersection et de migration, éventuellement de projection de structure d'un concept vers un autre. Voilà, donc je me rends compte qu'on va être beaucoup trop long en fait pour cette vidéo. Donc on va s'en tenir en fait aux 2 points suivants pour cette fois-ci, et puis on reviendra en fait sur la suite de l'article probablement dans le 3e cours. Donc on va parler de la syntaxe des langues de spécialité et des genres discursifs, parce que j'aurais gardé un peu de temps quand même pour vous montrer quelque chose d'un peu moins rébarbatif peut-être sur les travaux de la Chambre de commerce et d'industrie qu'on trouve sur TV5. Donc la syntaxe des langues de spécialité. Les particularités des langues de spécialité ont aussi été recherchées dans le domaine de la syntaxe et ont été traitées sous la forme de la présence ou non de traits syntaxiques originaux, mais d'une fréquence d'apparition plus ou moins élevée de certaines formes syntaxiques. Donc évidemment,
Là, le français sur objectif spécifique ne va pas complètement transformer la syntaxe, hein, ce serait difficile, mais on va voir apparaître plus fréquemment en fait un certain nombre de formes syntaxiques dans différents types de discours. Cette conception se retrouve pour l'anglais de spécialité, notamment de Hutchinson et Waters, qui écrivent There was very little that was distinctive in the sentence grammar of scientific English beyond the tendency to favor particular forms such as present simple tense, the passive voice and nominal compounds. Donc ça, bon, c'est sur l'anglais scientifique, hein, évidemment. Donc vous avez l'emploi du présent simple. Hein, je veux dire, là, on sort un peu de la temporalité, en fait, pour édicter des vérités qui restent tout le temps valables. Donc il est assez normal qu'on passe au présent simple. Hein, je veux dire, c'est la même chose en français. La voix passive qui va avec l'effacement en fait, de la prise en charge du sujet et nominal compounds, donc des ensembles nominaux, en fait des syntagmes nominaux assez étendus. Hein. Donc Pierre Lerat formule pour le français un constat similaire. Les langues spécialisées ont une syntaxe qui est tout à fait celle des langues de référence, mais avec des prédilections en matière d'énonciation, comme le fameux style impersonnel des sciences, et des phraséologies professionnelles, comme les formules stéréotypées des administrations. Donc vous allez avoir cette question du style impersonnel des sciences, qui est en fait un type d'énonciation. Hein, on va effacer la prise en charge de l'individu. Le scientifique ne va pas dire « je pense que », mais il va essayer de mettre en avant les faits scientifiques, je dirais de se donner un air d'objectivité à travers tout cela. C'est un procédé rhétorique, ce n'est pas parce qu'on dit l'eau bout à 100 degrés, enfin, là c'est un fait un peu indiscutable, puisqu'en fait on a choisi que c'était le point d'ébullition de l'eau qui serait 100 degrés dans l'échelle de mesure centigrade. Hein. Je veux dire, donc là on voit que les deux se tiennent, hein, en fait. Hein. Bon. Fameux style impersonnel des sciences, phraséologie professionnelle, comme les formules stéréotypées des administrations. Donc vous allez avoir un certain nombre de choses dans le français administratif qui va être de la formule stéréotypée, comme par exemple « montrez-moi les papiers afférents au véhicule ». Bon, là, on parle souvent en didactique d'apprenant. J'ai vu un certain nombre de mémoires professionnelles dont les titres pouvaient être assez comiques, en fait, parce que c'était un conglomérat en fait de formules stéréotypées du discours pédagogique, comme par exemple l'activité piscine, une activité d'adaptation à un milieu liquide. J'ai eu un mémoire comme ça quand j'étais prof dans une école normale. Évidemment, ça m'a fait exploser de rire. On peut caricaturer très facilement en fait le style pédagogique ou le style administratif. Donc, parmi les caractéristiques syntaxiques mises en avant sont invoquées par exemple la forte fréquence du présent de vérité générale dans les écrits scientifiques et techniques qui n'auraient pas explication, qu'en situation technique, tout au contraire, il s'agit d'installer le fait dans sa permanence. Tout travail technique se situe dans une perspective atemporelle. Hein, donc il y a une double dépendance. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que l'eau bout à 100 degrés, et du fait qu'on ait choisi justement que ce soit 100 degrés, que ce soit le point d'ébullition de l'eau qui soit 100 degrés dans le système centigrade. Donc vous voyez que, bon, en fait, on cherche à inscrire des faits qui ne bougent pas. En fait, c'est rassurant pour nous. En fait, on essaye d'avoir une permanence des faits qui nous rassure et qui nous permettent de construire évidemment d'autres et d'élaborer à partir de ces faits qui restent permanents. Le recours massif à la voix passive, donc ça on est dans le discours scientifique aussi, qui trouverait sa justification dans les contraintes de présentation des faits dans le domaine technique. On peut cependant déjà noter que la transformation passive peut être considérée comme une des composantes essentielles du discours technique dans la mesure où elle participe à cet effort d'objectivation. Voilà, donc on transforme, en fait, on efface le sujet pour ne considérer finalement que l'objet. Mais ces remarques voient leur portée fortement limitée par deux constatations. Aucune enquête statistique systématique n'était réalisée pour prouver la pertinence de cette conception syntaxique des langues de spécialité en termes de fréquence.
Donc là, évidemment, c'est des choses qui restent en partie à faire. Donc, je veux dire, on observe des faits, mais de là à les quantifier complètement, c'est un peu plus complexe. Voilà, donc vous avez ces questions-là, en fait, sur les langues de spécialité, et la spécificité des langues de spécialité ne peut être localisée dans une mise en œuvre particulière de la syntaxe, mais par contre, évidemment, on va trouver quand même probablement une fréquence plus ou moins grande, en fait, de formes dans certains types de discours. Voilà, donc vous lirez, bon, vous avez Sophie Moirand qui est citée là, hein, que ce soit dans les relations d'affaires, dans les domaines du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui sont en effet traversés de part en part par des marques d'argumentation au sens de la logique naturelle, dont la visée est d'agir sur l'autre, qu'il s'agisse de communication externe ou interne à l'entreprise, ascendante ou descendante ou égalitaire, et qui sont de plus sous-tendus par des rapports de pouvoir. Donc évidemment, vous avez toujours de l'argumentation. L'argumentation, c'est une des activités essentielles de l'individu, donc qui visait à convaincre l'interlocuteur à travers une argumentation. Je veux dire, et même dans beaucoup de discours scientifiques, en fait, les discours scientifiques sont une forme d'argumentation, en fait, sur le réel. Je veux dire, il ne s'agit pas de relativiser absolument tout. Vous voyez bien qu'en fait, dans la recherche scientifique, on découvre un certain nombre de choses qui permettent d'agir sur le réel, etc., dont on ne mesure pas toujours toute la portée, en fait, avant de les mettre, les utiliser dans la réalité. Mais les concepts, en fait, peuvent être assez différents d'un endroit, enfin, d'un lieu à l'autre et d'une culture à l'autre. Et il y a une certaine relativité, en fait, bon, si vous lirez des épistémologues des sciences, il y a une certaine relativité, en fait, dans la validité des concepts et dans leur fonctionnement, en fait, aussi, puisque un concept fonctionne à l'intérieur aussi d'une culture. Je veux dire, le fait de croire à certains... Bon, voilà, on pourra discuter de tout ça. C'est pas tout simple à voir, mais bon, quand vous allez... je veux dire, vous verrez que on en parle beaucoup, hein, évidemment, entre autres en médecine ou en ethnomédecine. On parle beaucoup de ces questions-là. Voilà, donc sur les genres discursifs, si le lexique et la syntaxe des langues de spécialité ne divergent pas de ceux de la langue courante, toutefois, les langues de spécialité se singularisent dans cette dernière, non plus au niveau de la phrase, mais à celui des énoncés dans leur totalité, par la présence de genres de discours souvent très stéréotypés, spécifiques à chaque domaine de spécialité, et porteurs de réglages textuels contraignants qui laissent à l'énonciateur plus ou moins d'espace de variation. L'exemple type est représenté par la lettre administrative, mais on peut aussi signaler l'offre d'emploi, le guide touristique, le compte-rendu d'activité économique, etc. Texte que Magno dénomme genre routinier, qu'il définit ainsi. Les paramètres qui les constituent résultent en effet de la stabilisation de contraintes liées à une activité verbale qui s'exerce dans une situation sociale déterminée. Hein, vous voyez donc évidemment que là, donc on va avoir des types de textes qui se sont en quelque sorte fossilisés, hein, avec des réglages textuels contraignants, comme écrire une lettre administrative, même écrire une lettre de candidature. Et donc là, on va avoir des types de textes ou des genres de discours stéréotypés, en fait, où là, on va pouvoir effectivement repérer des constantes, en prenant un corpus de lettres de candidature, par exemple, ou en prenant un corpus de petites annonces immobilières. Et donc là, on va avoir évidemment des types de textes très très routiniers. Hein. Les paramètres qui les constituent résultent en effet de la stabilisation de contraintes liées à une activité verbale qui s'exerce dans une situation sociale déterminée. À l'intérieur de ces genres routiniers, on peut définir une échelle. D'un autre côté, les genres totalement ritualisés, qui laissent une marge de variation minime, acte juridique par exemple. De l'autre, ceux qui, à l'intérieur d'un script peu contraignant, laissent une grande part aux variations personnelles. Donc on va avoir là des types de textes, qu'ils soient oraux ou écrits, qu'on pourra facilement en fait caractériser et reproduire. Et là, c'est une piste intéressante aussi pour un certain nombre de choses dans l'enseignement du français langue étrangère et du français sur objectif spécifique, bien entendu. C'est ce qu'on fait dans plein de domaines. Quand vous voyez par exemple la production, je veux dire, dans une simulation globale, on va écrire des petites annonces, on va écrire un certain nombre de types de textes qu'on aura des chances de rencontrer dans différentes situations et qui méritent bien entendu d'être enseignés
et d'être donc analysé et décrit. Voilà, alors on va passer à d'autres choses peut-être un peu plus rigolotes et un peu plus concrètes en fait, qui sont des exercices pour le diplôme de français des affaires en fait, donc qui vont permettre d'illustrer un peu ces questions-là. Je veux dire, donc on va regarder en fait quelques éléments, hein. On explorera après un peu la suite du site et puis d'autres choses produites par la CCI ou produites par d'autres acteurs en fait qui travaillent sur du français professionnel. Et on va commencer par exemple par regarder celle-ci en fait, donc qui est un exercice en fait qui s'appelle une entreprise en évolution. Sur le vocabulaire du monde du travail, dans l'entreprise, etc. Donc on va écouter au départ et écouter et puis commencer l'exercice. Donc ça permet, c'est un peu de l'auto-apprentissage, des possibilités d'auto-apprentissage sur le vocabulaire du monde du travail. Pardon, excusez-moi. Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Alstom est en passe d'acheter la division ferroviaire de Bombardier. La rumeur circulait depuis quelque temps déjà, mais d'après le Wall Street Journal, un accord préliminaire serait déjà conclu. Un accord à 7 milliards de dollars qui permettrait d'éponger en grande partie la dette du Canadien, estimée à plus de 9 milliards. La Caisse des dépôts et de déplacement du Québec, qui détient 32,5% de parts, vendrait sa participation pour devenir minoritaire dans la nouvelle structure. Bombardier Transport a son siège à Berlin depuis 2005. Son revenu pour 2019 est évalué à 8,3 milliards de dollars. Bombardier emploie 36 000 personnes à travers le monde. La compagnie va désormais se concentrer uniquement sur son cœur de métier, qui est la construction de jets d'affaires pour clients fortunés, ce qui serait, d'après cet expert, une bonne stratégie. Je pense que Bombardier va être une beaucoup plus petite entreprise, mais ses chances de survie dans les jets d'affaires, c'est un secteur où est la marque de Bombardier très forte. Dans les avions d'affaires, c'est probablement là où sa marque, son identité est la plus forte. Donc, je pense que c'est un bon choix. Et là, évidemment, il faudra vraiment que la gestion, que l'administration, le management de cette division-là, la dernière division, soit très fort, là. Le journal de l'économie. Voilà, donc vous voyez, en fait, donc là on a un petit extrait de journal de l'économie avec des choses sur l'entreprise Bombardier, donc que vous connaissez peut-être, puisque vous savez qu'ils ont aussi fabriqué, il me semble, des rames de métro ou des rames de TGV. En fait, c'est une grosse entreprise évidemment industrielle qui fabrique donc des avions, des trains, mais aussi des motoneiges entre autres, puisque c'était au départ québécois. Vous avez entendu un peu d'accent de notre expert sur Bombardier. Donc alors là, vous avez en fait après un exercice en fait de remise en ordre des différents éléments du discours. Donc vous voyez que vous avez des images de la speakerine, et puis à la fin l'image de l'expert à l'écran, et vous avez différentes phases du discours. Maintenant, Bombardier va construire uniquement des jets d'affaires. L'entreprise Bombardier a une dette, elle doit de l'argent. La société Alstom va acheter une partie de l'entreprise Bombardier. Pour survivre, Bombardier devra avoir une bonne gestion. Cette décision est un bon choix, une bonne stratégie. Donc on peut réécouter une fois qu'on a vu, qu'on a mémorisé au moins en partie avec les élèves les différentes réponses, les différentes phases en fait du discours de la speakerine. On peut le revoir pour être sûr en fait de bien remettre tout ça dans l'ordre. C'est un peu un puzzle de texte en fait. Qui va favoriser la compréhension orale et vous aider en fait à restructurer. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de chiffres en fait
ce petit fragment d'émission. Donc probablement aussi on va avoir à mémoriser un certain nombre de chiffres comme le fait qu'il y ait 36 000 employés, que la dette soit de 7 milliards, le chiffre d'affaires annuel de 8,3 milliards si je ne me trompe pas, et la valeur de rachat de l'entreprise par Alstom d'un certain montant. Donc il va falloir évidemment comprendre, donc là on est dans une compréhension globale au départ, où on remet en ordre en fait les différents éléments du discours. Après on va peut-être rentrer dans de la compréhension détaillée en fait avec les différents chiffres. Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Alstom est en passe d'acheter la division ferroviaire de Bombardier. La rumeur circulait depuis quelque temps déjà, mais d'après le Wall Street Journal, un accord préliminaire serait déjà conclu. Un accord à 7 milliards de dollars qui permettrait d'éponger en grande partie la dette du Canadien, estimée à plus de 9 milliards. La Caisse des dépôts et de déplacement du Québec, qui détient 32,5% de parts, vendrait sa participation pour devenir minoritaire dans la nouvelle structure. Bombardier Transport a son siège à Berlin depuis 2005. Son revenu pour 2019 est évalué à 8,3 milliards de dollars. Bombardier emploie 36 000 personnes à travers le monde. La compagnie va désormais se concentrer uniquement sur son cœur de métier, qui est la construction de jets d'affaires pour clients fortunés, ce qui serait, d'après cet expert, une bonne stratégie. Je pense que Bombardier va être une beaucoup plus petite entreprise, mais ses chances de survie dans les jets d'affaires, c'est un secteur où est la marque de Bombardier très forte. Dans les avions d'affaires, c'est probablement là où sa marque, son identité est la plus forte. Donc, je pense que c'est un bon choix. Et là, évidemment, il faudra vraiment que la gestion, que l'administration, le management de cette division-là, la dernière division, soit très fort, là. Voilà, donc vous voyez, donc on l'a revu, donc maintenant on peut s'amuser à faire le test, à faire l'exercice. Donc l'entreprise Bombardier, alors le premier élément, ce serait probablement la société Alstom va acheter une partie de l'entreprise Bombardier. L'entreprise Bombardier a une dette, elle doit de l'argent, pardon. Maintenant, Bombardier va construire uniquement des jets d'affaires, donc va se recentrer sur son cœur de métier pour survivre. Alors cette décision est un bon choix, une bonne stratégie. Pour survivre, Bombardier devra avoir une bonne gestion. Donc je veux dire, donc on voit en fait que, évidemment, si on analyse ça avec nos élèves, un discours sur l'entreprise, du français des affaires, en fait, avec une certaine terminologie. Voilà, oh bravo, je me suis un peu entraîné, j'ai un peu triché, mais bon, je suis sûr que vous ferez certainement aussi bien ou mieux que moi. Donc suivant, alors après, comment réaliser une fiche entreprise? Écoutez la vidéo et complétez-la avec les informations proposées. Donc là, on va rentrer en fait dans de la compréhension détaillée, après la compréhension globale. Bon, on ne va pas la réécouter maintenant. Donc, nom de l'entreprise. Donc, clairement, ici, c'est Bombardier. Prix du rachat par Alstom, 7 milliards de dollars, si je me rappelle bien. Et alors, montant de la dette, est-ce que c'est 9 milliards? Peut-être bien, oui. Voilà. Siège, donc le siège, on a entendu qu'il était à Berlin. Revenu 2019, c'est 8,3 milliards de dollars. Nombre d'employés, alors 36 000 employés. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont faciles, évidemment, et d'autres qui sont plus difficiles. Entre les 9 milliards, les 8,3 milliards et les 7 milliards, on peut facilement se tromper. Domaine d'activité, donc construction de jets d'affaires, et la cible, donc des clients riches et fortunés. Donc là, on valide. Et oui, bon, là aussi, je l'avais déjà écouté une fois avant qu'on fasse l'exercice ensemble. Donc j'ai eu une certaine facilité à le faire. Donc vous voyez que la compréhension détaillée ici, bon, c'est pas mal fait, c'est pas inintéressant. Exercice à faire en autonomie, autocorrectif.
qui portent sur du français des affaires. Voilà, le monde du travail. Alors là, vous allez avoir de la lexicologie, enfin sur les différents verbes qu'on va employer. Alors, on va voir, et là c'est un texte à trous, un texte de closure. Alors, est-ce qu'ils ont signé ou est-ce qu'ils ont conclu? On va mettre qu'ils ont conclu. La dette du Canadien est estimée, ou la Caisse des dépôts et de placement du Québec détient probablement 32,5% des parts. Le revenu de Bombardier pour 2019 est évalué à 8,3 milliards de dollars. Bombardier emploie 36 000 personnes. La compagnie va se concentrer ou se focaliser, se concentrer. Vous voyez que des fois, il y a des termes qui sont des quasi-synonymes. Alors là, je ne suis peut-être pas assez fort en français des affaires pour faire la différence. Donc on valide, oui, bah voilà, on a bien réussi en fait. Donc suivant, vocabulaire, une partie de l'entreprise, une partie d'une entreprise avec le même domaine d'activité, une succursale, non, c'est pas ça. Alors, une partie d'entreprise avec le même domaine d'activité, c'est pas une branche non plus. Donc, il faut écouter, là, évidemment. Alstom est en passe d'acheter la division ferroviaire de Bombardier. Ah, une division, donc. Donc ça vous permet aussi de réécouter, en fait, et de réécouter le texte dans une écoute fractionnée. Mais c'est pas mal fait du tout. La Caisse des dépôts et de déplacement du Québec, qui détient 32,5% de parts, vendrait sa participation pour devenir minoritaire dans la nouvelle structure. Ah bon? La Caisse des dépôts et de déplacement du Québec, qui détient 32,5% de parts, vendrait sa participation pour devenir minoritaire dans la nouvelle structure. Ah, et non, c'est pas une participation. Donc écoutez, là franchement, je ne sais pas. La Caisse des dépôts et de déplacement du Québec, qui détient 32,5% de parts, vendrait sa participation pour devenir minoritaire dans la nouvelle structure. Non, je ne sais pas du tout. Alors là, je suis complètement perdu, je dois dire. Bien, bah écoutez, il y a des choses qui ne sont pas simples, donc on va faire le suivant. La compagnie va désormais se concentrer uniquement sur son cœur de métier. La compagnie va désormais se concentrer uniquement sur son cœur de métier. Voilà, vous voyez que là, on est presque au niveau des mots croisés. Je pense que Bombardier va être une beaucoup plus petite entreprise. Dans les jets d'affaires, c'est un secteur où est la marque de Bombardier très forte. Dans les jets d'affaires, c'est un secteur où est la marque de Bombardier très forte. Il faudra vraiment que la gestion, que l'administration, le management de cette division-là, la dernière division, soit très fort. Là. Il faudra vraiment que la gestion, que l'administration, le management de cette division-là, la dernière division, soit très fort. Là. Voilà, vous voyez que je ne suis pas un grand spécialiste du français des affaires, parce qu'il y en a un quand même que j'ai raté. 7 mots correctement orthographiés, Bossing Good mots sont presque synonymes. Alors on va afficher la solution, parce que quand même, ça m'inquiète. Ah, une structure, l'organisation de la compagnie. Une structure, ben oui, voilà, évidemment, un linguiste ne voit que des structures partout, et là, évidemment, il la manque. Donc, bon, voilà, vous voyez. Donc, on a un certain nombre, en fait, de choses comme ça autour du français des affaires. Donc, je vous laisserai, en fait, regarder, oui, on regardera éventuellement en classe, hein, les autres activités, hein, un sac à main unique en son genre, un parcours intéressant,
une nouvelle voiture sur le marché, puisque bon, c'est évidemment amusant de faire ces exercices-là et de voir comment est-ce qu'on pourrait les employer, soit avec une classe, soit pour renforcer en fait les donner en autonomie à faire à des étudiants pour renforcer leurs compétences dans le domaine professionnel. Voilà, merci et à demain à Paris 8. Merci.